Voilà, il est 19h05, donc comme promis, les 5 minutes académiques sont passées. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre patience et je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire qui a pour thème la rentabilité des pompes à chaleur. Je ne me suis pas encore présenté, je suis en fait Jean-Philippe Ducard. Je suis un des porte-parole de Testachat, je travaille au service lobby et presse de Testachat, donc association de consommateurs qui, comme vous le savez, défend les intérêts et informe les consommateurs depuis plus de 65 ans, depuis 1957. Je ne suis pas tout seul, comme vous le voyez, je suis accompagné de mon collègue Philippe Mercier, qui est Bonsoir. l'expert énergie. Bonsoir Philippe, et qui va, lui, non seulement animer le webinaire, mais va aussi répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la thématique. Alors, cette séance, c'est le dernier workshop d'une longue série, d'une série de 5 webinaires dans le cadre d'un projet européen que vous voyez donc indiqué sur l'écran qui s'appelle Clear HP, donc HP, HP pour Heat Pump en anglais, donc Heat Pump, les pompes à chaleur. Alors, nous recevons donc à longueur d'année énormément de questions sur le thème du chauffage avec une pompe à chaleur. Et c'est pour cette raison que nous avons et que nous travaillons et que nous travaillerons encore à l'avenir sur cette thématique pour pouvoir au mieux vous informer et permettre au maximum de citoyens en Belgique de participer à la transition énergétique de manière juste et équilibrée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc d'ailleurs ce projet qui est coordonné par le BEU, qui est notre fédération européenne, afin de pouvoir aussi intervenir au niveau européen, de porter la voix des consommateurs au niveau européen. Alors l'objectif, pour revenir au concret des choses, l'objectif de cette séance, c'est effectivement de vous permettre de mieux comprendre les paramètres qui influencent la rentabilité du placement d'une pompe à chaleur et pour ne plus attendre et pour rentrer dans le vif de la thématique, je vais maintenant céder la parole à Philippe. Je te laisse prendre le relais et nous détailler l'agenda ainsi que les modalités de fonctionnement. Je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. Merci. Merci Jean-Philippe. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, voilà, bonsoir à tous et à tous. Encore merci d'être là avec nous. Alors ce soir, on parle de la rentabilité des pompes à chaleur. Alors on a eu, hein, donc c'est la 5e séance. On a eu donc une séance qui avait pour thème de vous donner les éléments qui sont à votre disposition pour déterminer si votre logement est prêt ou pas pour la pompe à chaleur. Ensuite, on a détaillé toutes les différentes technologies de pompe à chaleur et comment elles fonctionnaient. On a également parlé de qu'est-ce qu'une installation de pompe à chaleur proprement dite. On a même un installateur qui est intervenu lors de cette séance pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Et puis en fait, la semaine passée, on a eu la 4e séance qui, elle, s'attardait plutôt à toutes les personnes qui ont un logement qui n'est pas prêt pour la pompe à chaleur. Et on expliquait tout ce qui peut être amélioré pour arriver à un stade où effectivement une pompe à chaleur est intéressante à placer. Donc ce soir, ce dernier thème, c'est la rentabilité des pompes à chaleur. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Je vais d'abord vous redonner un petit mot du projet européen dans lequel s'inscrivent ces webinaires. Et puis ensuite, on va vraiment voir les éléments importants, donc les prix indicatifs des pompes à chaleur. Comme ça, vous verrez un petit peu, chaque pompe à chaleur a un budget, donc à quoi ça ressemble. Tous les paramètres influençant la rentabilité d'une pompe à chaleur. Ensuite, ce qui peut intervenir dans le calcul de rentabilité, ce sont les subventions, donc les primes, et s'il y a des prêts disponibles. Et puis ensuite, on va voir, pour terminer, les contrats énergétiques, donc c'est-à-dire le contrat que vous avez avec votre fournisseur d'énergie, donc Engie, Total, peu importe le fournisseur, puisque ce contrat et le prix de l'énergie qui est fixé pour votre facture va avoir une influence sur la rentabilité. Et ensuite, je vous donnerai des conclusions où vous pourrez voir quelles sont les situations dans lesquelles une pompe à chaleur est effectivement rentable et pourquoi. Alors, comme Jean-Philippe le mentionnait, effectivement, on reçoit beaucoup de questions sur le thème des pompes à chaleur, avec la sortie du fossile qui devient interdit, gaz mazout. Tout le monde nous demande qu'est-ce que je dois placer, et donc on avait besoin d'avoir énormément de temps et de moyens disponibles pour pouvoir creuser ces questions correctement. Et donc c'est pour ça que nous avons soumis un projet Clear HP,
à 9 partenaires à l'Union européenne pour obtenir un financement et être soutenu dans cette démarche. Donc ce projet, on est en plein cœur de cette activité de projet pour l'instant, puisqu'il se termine le 30 juin 2026. Alors on est 9 partenaires, donc on est en fait 7 organisations de consommateurs, parce que Testachat est l'organisation de consommateurs belge, mais il en existe dans d'autres pays. Et donc nous sommes reliés à ces organisations pour échanger nos expériences et partager nos souhaits de mieux comprendre ce qui intéresse les consommateurs, et donc ici c'est le cas. Et donc nous sommes réunis avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, la Slovaquie et la Bulgarie dans ce projet, qui est coordonné, comme le disait Jean-Philippe, par notre fédération, donc le Bureau européen des consommateurs. Et nous avons également le dernier partenaire de la liste, le International Consumer Research and Testing, puisque comme vous le savez sans doute, Testachat est quand même bien connu pour tester des appareils en laboratoire et donner des avis et des comparaisons de ces appareils. Eh bien, nous avons testé des pompes à chaleur dans le cadre de ce projet. Et donc, c'est un partenaire qui nous aide à coordonner ces tests entre les différents pays et également partager l'analyse des différents résultats obtenus. Je ne vais pas détailler ici tous les piliers de ce projet, mais donc le but, c'était vraiment de creuser les informations disponibles aujourd'hui sur les pompes à chaleur, de voir toutes les évolutions du marché, de tester des appareils en laboratoire, de faire des partenariats avec des installateurs professionnels pour faciliter les installations. Donc on a une campagne collective d'installation de pompes à chaleur. Pour l'instant, j'en parlerai à la fin de cette présentation. Mais aussi, le but, c'était vraiment d'avoir différents moyens d'interagir avec vous pour comprendre vos craintes, vos espoirs, pour relever vos questions et surtout donner l'information neutre et objective par rapport aux avantages, mais aussi aux inconvénients des pompes à chaleur. Et donc c'est dans ce cadre-là, ce dernier pilier, que s'inscrit la série des webinaires. Donc vous assistez donc au dernier ici. Alors les prix indicatifs des pompes à chaleur, donc comme je le disais, on a eu un webinaire entier sur les différents types de pompes à chaleur, donc je ne vais pas m'étaler ici sur leur fonctionnement. Sachez simplement que la pompe à chaleur, comme son nom l'indique, elle pompe de la chaleur dans l'environnement extérieur, et puis elle redistribue de la chaleur dans le logement. Et en fonction de là où elle va chercher la chaleur à l'extérieur, et comment elle la restitue dans le logement, c'est ça qui va définir la terminologie utilisée. Donc une pompe à chaleur, donc PAC, ça c'est l'acronyme, géothermique, elle va chercher la chaleur dans le sol, et elle la redistribue sous forme d'un réseau d'eau chaude, chauffage par le sol ou radiateur. La pompe à chaleur RO, elle va prélever la chaleur dans l'air extérieur et la redistribuer dans un circuit d'eau, chauffage par le sol, radiateur ou les deux. Pompe à chaleur RR, elle prélève donc la chaleur dans l'air extérieur et elle la redistribue, elle la souffle sous forme d'air chaud. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les airs conditionnés, hein, c'est une pompe à chaleur. Et vous avez enfin un dernier type qui est hybride, RO, et donc là, c'est une combinaison entre une chaudière classique, qui peut fonctionner la plupart du temps au gaz, mais dans d'autres cas au mazout, et à laquelle on ajoute une petite pompe à chaleur RO, qui va donc prélever dans l'air extérieur de la chaleur, et contribuer à réchauffer l'eau du circuit de chauffage radiateur, chauffage par le sol ou les deux. Alors, la pompe à chaleur géothermique, c'est la plus chère. Donc, elle va, installation comprise, coûter entre 18 000 et 32 000 euros. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une fourchette aussi grande? Eh bien, c'est parce qu'il y a un élément de cette installation qui est très coûteux. C'est l'installation en fait du système de captation de chaleur en sous-sol. Et donc, soit ce sont des forages verticaux à grande profondeur, hein, donc c'est en général 60 mètres ou plus. Et donc là, ça va coûter environ 1 000 euros par kilowatt de puissance. Donc si vous avez une maison vraiment bien isolée, on peut mettre par exemple 6 kilowatts de puissance, ce qui correspond à 4 fois moins qu'une chaudière murale au gaz, par exemple. Et vous allez avoir entre 4 000 et 6 000 euros uniquement pour les forages et l'installation de cette captation justement en sous-sol. Après, on peut aussi capter à une profondeur beaucoup moins importante, de façon horizontale, mais ça suppose d'avoir un terrain assez grand, la chaleur dans le sous-sol. Et donc là, à ce moment-là, c'est beaucoup moins cher. On passe de 1 000 euros par kilowatt de puissance à environ 300 à 500 euros. Donc ça permet de diviser par deux ce poste.
Et puis il y a la notion de la taille, la puissance totale de cette pompe à chaleur. Et donc c'est ça qui explique qu'on a des fourchettes aussi grandes quand on vous les présente comme ça et qu'on ne sait pas dans quel logement sera installé ce type d'installation. Pompe à chaleur RO, ça c'est typiquement le type d'appareil qui peut remplacer en fait une chaudière de chauffage centrale et être connecté sur le système de radiateur existant si ça peut fonctionner, on y reviendra plus tard, ou si ça peut être connecté à un système de chauffage par le sol, là dans tous les cas ça fonctionne. Et donc là on est entre 10 000 et 15 000 euros. On voit tout de suite que la fourchette est moins étalée. Les pompes à chaleur air-air, donc les airs conditionnés, comme on appelle ça, qui ne font pas que du froid, hein, mais qui sont réversibles, qui peuvent également chauffer un logement. On va avoir deux fourchettes de prix. La première assez basse entre 2 000 et 4 500 euros. Donc ça, c'est une installation qui va vous permettre de chauffer en fait certains locaux, mais pas toute une maison. Donc ce budget permet d'installer en fait un système qui va chauffer les espaces les plus couramment utilisés. Donc par exemple, salon, salle à manger, cuisine, par exemple tout un rez-de-chaussée d'une maison. Si vous équipez toute une habitation, y compris toutes les chambres et les différents locaux que vous souhaitez chauffer ou refroidir, là on va plutôt passer entre 6 000 à 10 000 euros. Et si c'est une grande maison, on peut même aller jusqu'à 12 000 13 000 euros. La pompe à chaleur hybride RO, qui est typiquement ce qu'on recommande en remplacement d'une chaudière de chauffage central dans un bâtiment qui est encore insuffisamment isolé, donc avec cette combinaison de chaudière classique et de petite pompe à chaleur, là on va être à entre 8 000 et 15 000 euros. Comme ça, vous voyez un petit peu les différents budgets en fonction des technologies. Alors, qu'est-ce qui va vraiment influer la rentabilité d'une installation de pompe à chaleur? Il y a différents paramètres. Un, le niveau d'isolation. Si vous avez un bâtiment très peu isolé, votre facture de chauffage central, même au gaz ou au mazout, va être beaucoup plus importante que dans un bâtiment qui est fortement isolé. Pour la pompe à chaleur, ça va donc avoir aussi une influence. Un autre élément qui est particulier aux pompes à chaleur, c'est votre moyen de diffuser la chaleur dans le logement. Donc si vous avez, comme sur la photo en bas à droite, un système de chauffage par le sol, ou sur le dessus de l'image, un radiateur qui est relativement récent, ces deux systèmes permettent de chauffer l'habitation à basse température. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez probablement souvent entendu. Les pompes à chaleur fonctionnent préférablement à basse température. Elles ne fonctionnent pas à haute température. Donc ça, c'est faux. Elles peuvent très bien fonctionner à haute température. Par contre, elles auront une performance beaucoup moins élevée à haute température comparée à un système à basse température. Alors, une question que vous vous posez sans doute et qu'on nous a régulièrement adressée, c'est oui, mais basse température, on parle de quoi? Donc, basse température, c'est entre 35 degrés et 55 degrés maximum. Haute température, c'est au-delà de 55 degrés. Donc, c'est une température qui s'apparente à un système ancien de chauffage central avec une vieille chaudière. Et là, il faut savoir qu'en fait, une vieille chaudière, elle ne va pas envoyer de l'eau à 55 degrés dans vos radiateurs. Elle envoie en général de l'eau située entre 65 voire 75 degrés. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Donc, en fonction du fait que votre bâtiment est isolé ou pas, en fonction du fait que vous avez la possibilité de diffuser la chaleur à basse température, eh bien, ça va avoir une influence sur la puissance de la pompe à chaleur que vous devrez installer chez vous. Or, ce n'est pas comme les chaudières. Une pompe à chaleur, dès qu'elle prend un petit peu de puissance, le prix s'élève vraiment de façon très importante. Donc, idéalement, il faut essayer d'avoir la puissance la plus basse possible et la plus adaptée au logement, et donc d'avoir le meilleur niveau d'isolation et d'avoir la capacité de diffuser la chaleur à basse température. Autre élément évidemment qui va favoriser la rentabilité, c'est de diminuer les coûts de l'investissement. Et donc là, on va avoir principalement les primes qui vont jouer, mais on aura aussi d'autres aspects, c'est ce qu'on va voir plus loin dans la présentation. Un autre élément évidemment qui est clé, c'est le prix de l'énergie. Si vous avez une énergie extrêmement chère, chaque kilowattheure économisé va vous permettre d'engranger une économie très importante par rapport à un investissement qui, lui, ne changera pas. Un autre élément qui est lié au prix de l'énergie, c'est votre contrat d'énergie. Et donc ça, à la fin de la présentation, avant de faire la conclusion, retenez bien, le contrat d'énergie, c'est très important parce que ça peut vraiment avoir un impact. La façon dont votre prix est calculé, le niveau de prix auquel vous avez accès,
Est-ce qu'il peut changer, oui ou non? Donc, ce sont les fameux tarifs fixes, variables, dynamiques. On le verra plus tard, ça a vraiment un impact important. Alors, on va commencer par ce qui permet de réduire l'investissement ou de permettre l'investissement, donc les primes et les prêts. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est un dédale, parce qu'il y a beaucoup de procédures, il y a des éléments qui existent au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau provincial, au niveau communal, et donc ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors heureusement, dans chaque région, je pense que chaque région est bien consciente qu'il y a vraiment une nécessité de clarifier les choses. Donc en Flandre, ici, on a un site primesaucoeur.be qui permet justement de vérifier toutes les primes qui sont disponibles à l'endroit où on habite. À Bruxelles, il faut consulter le site qui est spécifique pour les primes bruxelloises, donc renolution.brussels. Et en région wallonne, vous avez le site de la région wallonne avec donc un menu qui concerne les aides et les primes et qui synthétise tout ce qui est accessible aux particuliers pour rénover sa maison ou pour installer un chauffage performant. Alors on va commencer par le fédéral, le niveau le plus élevé. Alors là, il y a une TVA à 6%, donc ça fait partie, c'est pas une prime, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir un impact sur les frais d'investissement. Vous avez la TVA à 6% pour le placement de pompes à chaleur pour les habitations qui ont un âge qui est supérieur à 10 ans. Alors, donc c'est attendu à partir du 1er janvier 2026, mais ça va être confirmé. Même pour les habitations de moins de 10 ans, la TVA passerait de 21 à 6% pour le placement de pompes à chaleur. Par contre, cette disposition n'est pas tout à fait applicable de cette façon pour les pompes à chaleur hybrides, mais ça on le verra après. Et dans le même temps, en fait, depuis le 29 juillet de cette année, pour les habitations qui ont un âge supérieur à 10 ans, on ne paye plus 6% de TVA pour le placement de systèmes de chauffage qui utilisent soit du mazout, soit du gaz, soit du propane, mais on est passé à 21% de TVA. Donc le but, évidemment, vous l'aurez compris, c'est de rendre plus attractif le prix d'installation des pompes à chaleur par rapport à des systèmes qui utilisent de l'énergie fossile. Alors, cette augmentation de TVA à 21%, elle concerne une partie de l'installation, pas toute l'installation. Donc les chaudières, les conduites d'approvisionnement, les cuves pour le mazout ou le propane, la cheminée, le circulateur, donc la pompe de l'installation. Même si vous avez un poêle à mazout ou un poêle à gaz que vous installez, que vous remplacez, eh bien là, cette augmentation de TVA, elle s'appliquera sur ces postes-là. Par contre, tout ce qui peut être en lien avec le passage à la pompe à chaleur ne sera pas concerné, ou tout ce qui favorise les économies d'énergie qui ne sont pas liées à la chaudière qui utilise un combustible fossile sort de cette élévation de TVA, donc reste à 6%. C'est-à-dire que le système de diffusion de chaleur, on en a parlé, si vous mettez du chauffage par le sol, si vous remplacez les radiateurs, ce sera toujours à 6%. Les vannes thermostatiques, c'est toujours à 6%. Le thermostat aussi, si vous mettez un système de gestion énergétique globale devant votre logement, si vous mettez sonde extérieure pour que le système de chauffage soit renseigné sur la température extérieure, un vase d'expansion, des purgeurs, dans toutes des choses de ce type-là, qui ont attrait à la régulation du chauffage et à la diffusion de chaleur dans le logement, ils ne sont pas concernés par ces 21% de TVA, donc on reste bien à 6%. Et alors, comme je vous le disais, pour les pompes à chaleur hybrides, ça c'était un petit peu particulier, parce que finalement on a encore de l'énergie fossile, mais on a une partie pompe à chaleur. Et donc là, un coefficient forfaitaire a été déterminé. 35% de la facture montera à 21% de TVA, et 65% de la facture restera à 6% de TVA. Alors pour les primes, et là on va passer au niveau régional, donc en Flandre on a des primes rénovation, donc c'est Meunverbouwpremie, et donc ces primes sont accordées pour les habitations qui sont donc en général de plus de 10 ans, donc c'est-à-dire qu'elles ont été raccordées au réseau électrique avant le 1er janvier 2014, où il y a eu une déclaration PEB qui a été introduite il y a plus de 5 ans. Et donc ces primes, ça c'est valable dans toutes les régions. Vous pouvez demander une prime pour un poste et vous ne pouvez plus la redemander pendant les 10 ans qui suivent. En tout cas, c'est lié au demandeur du logement. Donc si vous faites une demande pour une prime pour de l'isolation, par exemple, eh bien dans 10 ans, vous pourrez refaire la même demande. Alors ça concerne qui? Les propriétaires occupants, mais aussi les propriétaires bailleurs et alors investisseurs. Donc quand on voit investisseurs, en fait, ce sont les copropriétés. Donc c'est l'association des copropriétaires.
Et pour les immeubles à appartements, si on a un placement de pompe à chaleur collective qui va approvisionner tous les appartements, eh bien là, on a cette fameuse prime pour investisseurs. Donc, comme je le disais, c'est l'association des copropriétaires, via le syndic souvent, qui fait la demande de la prime. Et à ce moment-là, c'est au syndic de redistribuer les primes en fonction des quotités de chaque propriétaire. Et donc, les types de pompes à chaleur qui sont concernés, ben, elles sont toutes mentionnées, en fait, hein, la géothermique RR, RO et hybride RO. Alors, il y a toujours des conditions hein, pour les primes. Elles sont souvent les mêmes dans les différentes régions, hein. Donc ici, ça doit être une pompe à chaleur destinée au chauffage du logement en priorité. Ensuite, elle peut également produire l'eau chaude sanitaire. Et ça, c'est un cas un peu particulier en Flandre. Ça n'existe pas dans les deux autres régions. Elle est admise pour chauffer aussi une piscine, mais si elle s'occupe d'abord du logement au niveau chauffage et au niveau eau chaude. Et alors, l'installation doit être soit effectuée par un installateur certifié RICERT, qui est en fait une formation certifiante pour les installations de type renouvelable, panneaux solaires ou pompe à chaleur, ou si l'installation est réalisée par un installateur qui n'est pas certifié, il y a toujours moyen de faire valider par une personne certifiée RICERT, et alors à ce moment-là, ça vous donne accès effectivement au prix. Vous pouvez installer une pompe à chaleur qui fait également du refroidissement, mais en tout cas en Flandre, à la condition, deux conditions, que la pompe à chaleur concernée soit l'unique moyen de chauffage de l'habitation et que vous ayez des panneaux solaires. Donc, ça veut dire que si vous avez un chauffage central en Flandre et vous installez des pompes à chaleur à l'étage pour pouvoir chauffer en automne et au printemps, mais aussi pour pouvoir refroidir, comme vous avez déjà un chauffage central, vous ne serez pas éligible à cette prime. Et alors, il y a d'autres critères qui ont un trait à l'efficacité énergétique. Donc, il y a des seuils d'efficacité énergétique à respecter pour être éligible pour ces primes. Et donc là, vous voyez le détail. Donc, il y a un label énergétique minimal. Et alors, il faut que l'émission de chaleur dans le logement se fasse à maximum 55 degrés, donc être à basse température pour cette fameuse raison de performance, de fonctionnement de la pompe à chaleur. Et alors, vous pouvez cumuler ces primes avec le chauffe-eau thermodynamique. Donc ça, c'est une pompe à chaleur avec un boiler qui est séparé et qui est spécifique pour produire de l'eau chaude sanitaire. Et alors, il y a une petite mention là, jusqu'au 31/12/2025, on y reviendra, dans le tableau qui détaille les montants. Et donc, pour la pompe à chaleur RO, ici, qu'est-ce que vous avez comme condition? Ça doit être le seul moyen de chauffage de l'habitation. Vous avez aussi des critères d'efficacité énergétique. On fonctionne toujours à basse température. Et on peut aussi cumuler donc, avec le chauffe-eau thermodynamique pour l'eau chaude sanitaire. Pompe à chaleur RR. Donc là, on a des exigences d'efficacité énergétique. On a de nouveau température de fonctionnement basse température et un label minimal qui doit être respecté. Et pour la pompe à chaleur hybride, enfin, là, on a également donc, la partie pompe à chaleur qui doit pouvoir fonctionner à basse température. Et alors, on a une efficacité minimale saisonnière de la combinaison des différents éléments et également des exigences d'efficacité par rapport au système qui fait la régulation, qui va pouvoir enclencher le plus souvent possible la pompe à chaleur, et lorsque ça n'est vraiment pas possible, la chaudière qui fonctionne au gaz. Et là, à nouveau, vous pouvez cumuler une prime pour ce type de chaudière hybride avec un chauffe-eau thermodynamique si vous souhaitez produire l'eau chaude sanitaire de façon séparée. Donc là, ce sont les différents montants. Donc là, vous avez différentes catégories de revenus, hein, c'est toujours lié aux revenus dans toutes les régions, c'est comme ça. Donc catégorie 1, 2, 3, 4, 4 étant le revenu le plus faible et 1 le revenu le plus élevé. Et la dernière ligne concerne ici les ACP, donc les associations de copropriétaires, donc c'est-à-dire les immeubles à appartements. Et donc pour les pompes à chaleur géothermiques, vous avez un soutien allant de 4 000 à 8 000 euros, qui est le plus important, c'est logique puisque c'est l'installation, on l'a vu, qui coûte le plus cher. La pompe à chaleur RR, on va de 300 à 600 euros, RO de 2 250 euros à 6 000 euros, et la pompe à chaleur hybride de 1 500 à 4 000 euros. Alors la petite mention du 31/12/2025, c'est parce que ça a fait d'ailleurs beaucoup d'échos dans la presse en Flandre. Il y a deux catégories qui sont supprimées, et donc il y a une discussion en cours pour l'instant pour laisser quand même une période de transition
pour les personnes qui se seraient déjà engagées dans des travaux et qui comptaient sur ces primes dans leur budget, puisqu'en fait, le but est de supprimer les catégories des revenus les plus élevés, qui du coup n'auraient plus droit en fait à ces primes à partir du 1er janvier 2026. Alors il y a même un simulateur qui existe en Flandre, hein, où on peut encoder donc, toutes ces données et vérifier à quel type de prime on a droit et quels seraient les montants. Alors à Bruxelles, là malheureusement, par faute de gouvernement, les primes sont en pause. Donc ce sont les primes Rénolution. Donc là, elles concernent également les habitations qui ont plus de 10 ans. Donc on ne peut pas redemander la même prime. En tout cas, il faut attendre minimum 10 ans avant de pouvoir la redemander. Ça concerne les particuliers et les personnes morales. Donc dans les personnes morales, il y a aussi les associations de copropriétaires et donc le syndic. Donc il y a tout à fait moyen de demander des primes pour les immeubles à appartements à Bruxelles également. Et les types de pompes à chaleur, là, il y a une petite restriction par rapport à ce qu'on a vu en Flandre. On a la géothermique, la RO, la hybride RO, mais par contre la RR n'est pas subsidiée, en tout cas selon le régime 2024, hein, puisqu'ici tout est en arrêt. Donc voilà, mais c'était important pour nous de récapituler ce qui était disponible. Alors les conditions, ici, comme je vous le disais, hein, il n'y a pas énormément de différence d'une région à l'autre. C'est destiné au chauffage du logement, éventuellement à la production d'eau chaude sanitaire. De nouveau, l'installation ou la réception se fait par un installateur certifié RICERT. Et alors, on a des exigences d'efficacité énergétique pour des pompes à chaleur basse température et des pompes à chaleur qui ne fonctionnent pas à basse température, mais de grande puissance. Ça concerne principalement les immeubles. Et là, au niveau des montants, donc là, on a trois catégories, donc comparé à la Flandre qui en a 5. Donc on a un revenu le plus faible, un revenu moyen, et donc ça s'adresse aussi aux associations de copropriétaires, donc c'est la ligne du milieu pour les immeubles. Et puis le revenu le plus élevé. Et donc pour la pompe à chaleur géothermique, on va avoir de 5 800 à 6 500 euros, pompe à chaleur RO de 4 500 euros à 5 000 euros. Alors on a des bonus qui sont possibles, hein. Donc on a donc la suppression du mazout et du charbon. Donc quand on remplace une chaudière au mazout, on peut avoir un bonus de 300 à 500 euros. Et quand on remplace un poêle au charbon ou au mazout, on peut par poêle avoir un supplément de 600 à 1000 euros. Et là, quand on combine plusieurs travaux, c'est également possible d'avoir donc une prime de 10% pour les catégories revenus moyennes et élevées et 20% pour la catégorie de revenus la plus basse. Je vois que le Q&A, il y a des petits points rouges qui s'allument, donc je suppose que vous avez déjà écrit vos questions. Mais le but, c'est vraiment d'avoir la séance de questions-réponses à la fin de la séance. Donc, ne vous découragez pas, continuez à écrire vos questions et on les regardera ensemble à la fin de cette séance. Alors, en Wallonie, il y a des primes habitation, mais qui sont uniquement disponibles après un audit logement pour les habitations de plus de 15 ans. Les propriétaires sont soit en pleine propriété, nus propriétaires ou usufruitiers. Et les immeubles et appartements, donc les associations de copropriétaires, sont également éligibles pour ces primes. Et il y a deux types de pompes à chaleur, géothermique et RO, qui sont concernés. Et là, au niveau des montants, là, on a 4 niveaux de revenus. Donc, revenu 4 étant le plus faible, et revenu 1 étant le plus faible, pardon, et revenu 4 étant le plus élevé. Et alors, les associations de copropriétaires sont une catégorie à part. Et donc, on va avoir de 600 euros à 3 600 euros pour ces types de pompes à chaleur. Alors, on a parlé des primes. Maintenant, on va voir les prêts. Donc là, chaque région a son prêt, hein. Donc, on a un prêt en Flandre qui est accessible aux propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ou qu'ils soient investisseurs, donc du coup dans un immeuble. Et donc, on va avoir de 1 250 euros prêtés jusqu'à 60 000 euros prêtés, et alors un montant qui peut être largement augmenté dans une association de copropriétaires, avec 60 000 euros prêtés à la copropriété et 25 000 euros supplémentaires par appartement. Alors, il y a une limitation qui est au montant de la facture de la pompe à chaleur, TVA compris, ça c'est logique évidemment. Un délai de remboursement maximum de 25 ans et un taux d'intérêt d'1,5%. À Bruxelles, malheureusement, du fait de l'absence de gouvernement, il n'y a pas que les primes qui sont en pause, mais les prêts sont aussi malheureusement en pause. Pour le moment, donc, ça s'appelle le prêt Ecoréno. Et donc, il y a deux formules de type hypothécaire.
On peut quand même couvrir maximum 120% de la valeur du bien immobilier, donc on peut emprunter des montants vraiment importants. La durée de remboursement maximale est de 30 ans et le taux d'intérêt dépend des revenus. Donc il varie entre 1,5 ou 2,5%. Et il y a le crédit à la consommation éco-réno qui, en fait, vous permet d'avoir accès à un budget qui est plus restreint pour une bonne raison, c'est que les mensualités doivent être remboursées en maximum 10 ans. Donc ça veut dire que ça crée des mensualités beaucoup plus élevées, hein. Donc vous pouvez emprunter de 2 500 à 25 000 euros, avec de nouveau les mêmes taux d'intérêt qui sont liés au niveau de vos revenus. Alors, Wallonie, là aussi, on a un prêt à taux zéro de la Société Wallonne du Crédit Social pour les habitations de plus de 15 ans, allant de 1 000 à 60 000 euros. Et taux d'intérêt 0%, et le prêt doit être remboursé avant que le demandeur n'atteigne l'âge de 86 ans. Et il y a aussi un autre prêt du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. Alors, tout ça, ça fait beaucoup. Les prêts, les primes, parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver, ou même si je clarifie ici tous ces montants, bien percevoir à quelle catégorie on appartient et si on est effectivement éligible et quels sont les types de travaux couverts, eh bien, même si nous faisons beaucoup de publications sur ces sujets-là, mais les régions n'ont pas attendu pour pouvoir permettre un accès un peu clarifié à ces aspects. Et donc, vous avez en Flandre des maisons de l'énergie avec des aides sur demande pour les primes et les prêts. De la même façon, mais de manière centralisée, à Bruxelles, vous avez HomeGrade.Brussels, qui est un service d'information, de conseil pour tous les citoyens bruxellois, avec des aides sur demande, pas seulement sur les primes, sur les crédits, mais aussi sur la rénovation. Et les guichets également, Énergie de Wallonie, que vous voyez répartis ici sur le territoire. Et de nouveau, vous pouvez toujours demander à ces guichets de l'information sur les primes et les crédits pour votre projet. Alors, je vous parlais au début du fait que les contrats d'énergie peuvent avoir un impact important. Donc, je vais rapidement rappeler, parce qu'on en entend beaucoup parler dans la presse. Ah, est-ce que c'est le moment de prendre un tarif fixe ou un tarif variable? Pendant la crise de l'énergie, le tarif fixe a même disparu. Donc, aujourd'hui, on a 3 formules disponibles. Fixe, variable ou dynamique. Dynamique étant disponible en Flandre, en voie de démarrage à Bruxelles, et encore à l'étude, mais pas totalement finalisée en Wallonie. Donc tarif fixe, ça signifie que vous avez un prix fixe par kilowattheure, qui est l'unité d'énergie, hein, pour toute la durée du contrat. Donc vous avez plus de sécurité, parce qu'en fonction des mouvements du marché, vous allez garder un prix constant. Bien sûr, cette sécurité a un prix, et donc on a quand même en moyenne à 30% plus cher sur une année que le prix qui vous est proposé dans un contrat variable. Dans un contrat variable, le prix par kilowattheure est adapté tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend du type de contrat variable que vous souscrivez. De nouveau, comme le prix n'est pas adapté en permanence, il est quand même plus cher qu'un contrat dynamique, environ 10% plus cher. Donc le contrat le moins cher aujourd'hui, c'est le contrat dynamique. Et donc là, le prix par kilowattheure est flexible heure par heure en fonction du marché de l'énergie. Et donc il est idéal si vous pouvez planifier vos consommations ou si vous pouvez les faire gérer intelligemment. Ça, on va y revenir après. Pour pouvoir bénéficier d'un contrat dynamique, si vous êtes à Bruxelles en Wallonie, il faudra attendre que l'offre arrive, mais sans attendre qu'elle arrive, il faut que vous soyez équipé correctement pour pouvoir souscrire un contrat d'énergie dynamique. Donc vous allez avoir besoin d'un compteur digital, donc pas un compteur mécanique, parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir vos données de consommation heure par heure, sinon évidemment on ne sait pas les accorder par rapport aux tarifs du marché. Et alors idéalement, ce serait d'avoir un système de gestion intelligent qui va pouvoir gérer tout ce qui consomme des grandes quantités d'énergie chez vous, comme une pompe à chaleur par exemple, pour pouvoir déclencher ces consommations au moment où les tarifs sont les plus avantageux. Et donc en général, les tarifs les plus avantageux, c'est quand personne ne consomme ou quand on a beaucoup de production solaire et ou éolienne. Alors je vous montre un petit peu deux graphiques ici. Donc le premier ici, sur les prix du marché de gros de l'électricité, parce que je vous parle de ce tarif dynamique donc, qui évolue, et donc il y a des opportunités de faire des économies financières, peu importe la quantité que vous consommez. Et donc comme ça, vous pourrez vous rendre compte de l'ampleur
de ces variations de prix et donc de la réelle opportunité économique que ça représente. Donc ici, vous voyez qu'il y a un creux de consommation et donc des prix très très bas la nuit, hein, donc entre minuit et 5 heures du matin, et puis on va avoir typiquement un petit peu plus de consommation en matinée, et là vraiment un pic en fin de journée, vers 19 heures, 20 heures. Et donc là, entre 2-3 heures du matin et 18 heures, 19 heures, on va avoir un facteur 5, hein. Donc c'est quand même très très important la différence de prix. Et alors au niveau, par exemple ici d'un dimanche, où il y a eu beaucoup de soleil, eh bien les prix sont devenus négatifs en, en milieu de journée, donc vers 13 heures, 14 heures. Donc ça ne veut pas dire que vous allez payer pour consommer à ce moment-là, hein, parce que dans votre facture d'énergie, vous avez la composante énergie, mais vous avez aussi d'autres taxes et d'autres éléments qui se greffent des frais de réseau. Et donc ceux-là ne sont pas nuls, même si vous consommez à une heure où les prix de l'énergie en tant que tel sont négatifs. Mais donc vous allez payer beaucoup, beaucoup moins comparé à un moment donné de pic de consommation comme à 19 heures, 20 heures par exemple. Alors, ici, on a pas mal de publications qui sont sorties en Flandre. On en a moins qui sont sorties dans les réseaux francophones, en tout cas, je n'en ai mis qu'une ici, où on a entendu régulièrement, notamment au mois de mai-juin cette année, oui, c'est ça, mais oui, mais la pompe à chaleur, finalement, elle coûte beaucoup plus cher que les autres systèmes de chauffage, donc c'est un peu compliqué à comprendre, ça dépend de la région où vous habitez, et donc ça, c'est lié à une étude qui a été faite par la CREG, donc la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Donc en fait, cette commission, c'est l'organe qui régule en fait les marchés du gaz et de l'électricité au niveau fédéral. Et donc elle a dans ses attributions de publier une fois par an les coûts des différents systèmes de chauffage dans différentes situations pour que le consommateur puisse les comparer et pour pouvoir aussi adapter les politiques en cours et éventuellement réviser les prix de l'énergie. Et donc, depuis l'année passée et cette année en mai, c'était la première fois que on a intégré, cette analyse a intégré un bilan avec une pompe à chaleur pour vraiment voir si la pompe à chaleur est plus intéressante financièrement que de se chauffer avec du gaz ou avec du mazout. Alors ici, il y a un tableau, ne vous effrayez pas, hein, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. En fait, une fois que je vous aurai expliqué, c'est assez facile à lire. Donc au-dessus, vous avez la région, hein, puisqu'effectivement, le prix de l'énergie n'est pas forcément le même en fonction de la région. Et donc, on a la Wallonie, on a Bruxelles et on a la Flandre. Et alors, sur la gauche, vous avez donc floor heating. Et puis, en dessous, on descend. Donc, vous avez des habitations qui sont bien isolées avec du chauffage par le sol, donc basse température. Puis, plus on descend, plus l'habitation est moins bien isolée, et alors elle a un système de diffusion de chaleur qui n'est plus du chauffage par le sol, mais des radiateurs. Et puis tout en bas, on a un système de chauffage, de diffusion de chaleur à haute température. Donc c'est là où on abordait ça en début du webinaire. C'est ça qui va affecter l'efficacité de la pompe à chaleur, et donc ça va affecter la rentabilité. Donc ça, à gauche, les types d'habitation et le type de diffusion de chaleur. Au-dessus, les régions. Ensuite, vous avez les différentes énergies que vous utiliseriez aujourd'hui et que vous quitteriez, donc le gaz, le propane, le fuel, donc le mazout. Et puis vous avez encore une subdivision avec 1, 2, 3, 4, 5, X. Donc ça, ce sont les fameuses catégories de revenus qui vous donnent accès à des primes plus ou moins importantes. Donc la catégorie 1 étant en général, étant la catégorie qui touche le plus de primes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans ce tableau. Ce qui est important de savoir, c'est que les cases vertes, ce sont les cases qui démontrent par cette analyse que non seulement le placement d'une pompe à chaleur, ici RO en l'occurrence, donc ce qui remplace une chaudière de chauffage centrale, permet d'avoir des économies d'énergie sur sa facture, et ces économies sont suffisantes pour amortir l'investissement. Quand vous avez une case orange, ça signifie que vous allez faire des économies financières sur votre facture par rapport au système que vous abandonnez, mais ces économies ne seront pas suffisantes que pour compenser l'investissement.
case rouge, vous ne faites pas d'économie par rapport à l'énergie que vous quittez sur votre facture, et donc vous êtes dans l'incapacité totale d'amortir l'investissement qui a été fait. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Principalement, quand on est tout en bas, on a beaucoup de rouge, c'est-à-dire que quand on a un bâtiment pas du tout isolé, avec un système qui doit fonctionner à haute température, on est dans une situation qui est vraiment défavorable. Les autres situations où on est favorable, on va se retrouver avec des personnes qui quittent le mazout principalement, et en partie le propane à Bruxelles et en Flandre, pour aller vers la pompe à chaleur, mais dans des bâtiments qui sont très isolés, moyennement isolés, avec du chauffage par le sol ou des radiateurs. Et donc ici, cette analyse-ci, elle est faite avec un contrat d'énergie variable. C'est aussi indiqué sur la gauche du slide. Et là, préparez-vous, je vous ai dit, c'était le contrat moyen qui était 10% plus cher que le contrat dynamique, mais qui était 30% moins cher que le tarif fixe. Ici, on passe à la même situation, les mêmes coordonnées dans le tableau, mais on est passé en tarif fixe. Donc là, vous voyez à quel point le fait de payer 30% de plus, 20 à 30% de plus, votre énergie dans un contrat fixe peut faire toute la différence dans la rentabilité d'une pompe à chaleur. Donc à la fois, on a l'isolation, le fait de travailler à basse température, le fait certes d'avoir certaines primes, mais le prix de l'énergie tel qu'il est décrit dans votre contrat, élevé sans opportunité de déplacer vos consommations, rend la pompe à chaleur très 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 peu rentable. Un petit peu moins en Flandre, mais en tout cas à Wallonie-Bruxelles, il y a très peu de cas où on va retrouver une rentabilité, sauf dans une maison extrêmement bien isolée, avec du chauffage par le sol, et pour les catégories de primes qui sont suffisamment subsidiées, et quand on quitte principalement le mazout en Wallonie et le propane et le mazout également à Bruxelles. Par contre, si vous avez toutes les conditions pour avoir un contrat dynamique et que vous avez l'opportunité de faire fonctionner la pompe à chaleur idéalement entre 13h et 17h ou même parfois pendant les périodes nocturnes, là où les tarifs sont les plus bas, sachant qu'une pompe à chaleur qui effectue du chauffage fonctionne pendant plusieurs heures, c'est pas quelque chose qui s'allume et qui s'éteint à la demande, c'est quelque chose qui a besoin d'un rythme de croisière pour fonctionner correctement à pleine performance. Donc ça, on peut considérer que c'est un désavantage parce que c'est pas très réactif. Par contre, dans le caractère contradynamique, c'est un véritable atout. Vous pourriez faire fonctionner votre pompe à chaleur en hiver entre 13h et 17h majoritairement pour réchauffer votre bâtiment et la faire fonctionner de façon très très faible, un tout petit peu en soirée, pour limiter complètement les consommations en période de pic de prix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très impactant dans l'évaluation globale de la rentabilité. Donc là, quand on a un contrat dynamique, on voit que dans la plupart des cas, dans les bâtiments bien isolés qui ont un chauffage par le sol ou des radiateurs, on peut avoir une situation de très bonne rentabilité, à la fois en Wallonie, à la fois à Bruxelles et à la fois en Flandre. Mais principalement, on voit que le mazout est l'énergie qui est la plus favorable à quitter, on va dire, dans cette situation qui est présentée à l'écran ici. Alors la conclusion, et puis après on pourra passer aux questions-réponses. Donc nous, en tout cas, dans ce projet qu'on a mené avec cette autre organisation, enfin en tout, à cette organisation de consommateurs ensemble, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé deux choses, les pompes à chaleur RO, parce qu'elles sont un peu moins chères que les géothermiques, et parce qu'elles sont vraiment aptes à remplacer une chaudière de chauffage central. Et on a regardé les RR, parce qu'elles sont beaucoup moins chères à l'achat, et qu'elles sont faciles à installer, et qu'elles peuvent également faire du refroidissement lorsque c'est nécessaire. Notre conclusion actuelle, en tout cas, c'est que l'isolation est essentielle, on l'a vu sur les 3 tableaux précédents. Donc la commission de régulation, voilà, nous sommes vraiment alignés avec nos propres calculs et leurs calculs, nous avons les mêmes conclusions. C'est que l'isolation est essentielle et c'est une priorité numéro 1. Ensuite, il faudra effectivement avoir un écart de prix entre l'électricité et le mazout et le gaz
qui aujourd'hui est trop élevé, qui devrait diminuer. Ça commence avec la TVA, on sent qu'on va retirer progressivement des taxes de l'électricité pour les mettre sur le gaz et le mazout, et donc cet écart de prix doit diminuer. Pour l'instant, on a une électricité 4 à 5 fois plus chère que le gaz et le mazout, donc c'est très difficile de rentabiliser une pompe à chaleur. Aux Pays-Bas, on est à un facteur plus ou moins 2, et donc on sent qu'on doit vraiment avancer sur cet aspect-là. Donc pour l'instant, c'est un investissement qui n'est pas optimal quand on a des besoins de chauffage importants. Et donc on conseille à la majorité des personnes de mettre leur budget dans l'isolation et donc de s'abstenir ou de passer à une situation de chaudière hybride pompe à chaleur si la chaudière est en fin de vie, et donc de compléter l'isolation dans les 15 prochaines années. Cette situation permettra, in fine, d'avoir une installation avec une puissance qui est réellement adaptée, avec un prix d'investissement maîtrisé, et d'avoir une performance maximale de fonctionnement, et donc une facture qui sera la plus faible possible, et qui permettra donc d'augmenter la rentabilité. Ça, c'est vraiment l'optimum économique à atteindre. Donc, dans le cadre de ce projet, comme je vous l'avais dit, nous avons testé des pompes à chaleur en laboratoire, et le but, c'était d'organiser une campagne collective d'installation sans engagement avec des offres calibrées. Eh bien, pour les raisons que je viens de vous évoquer ici, nous avons décidé non pas de sélectionner les pompes à chaleur RO, mais des pompes à chaleur RE, qui sont directement adaptées pour remplacer le chauffage électrique dans certains immeubles à appartements ou dans des maisons qui sont plus récentes. Et dans les logements qui sont suffisamment isolés, on peut se permettre de passer à un système RR dans les pièces les plus chauffées pour pouvoir justement ne pas utiliser le chauffage central au printemps et en automne, et donc limiter justement le recours au chauffage central. Et donc, comme je vous le disais, on a des offres standardisées que nous avons proposées dans le cadre de cette campagne d'installation groupée qui se termine dans un mois, donc le 31 octobre. Et donc, vous avez un produit Daikin, Panasonic et LG avec les scores de qualité que nous avons donc affichés du fait des résultats de nos tests en laboratoire, et des prix pour une installation standardisée. Et donc, vous avez toute la documentation qui est disponible sur le site et la possibilité de confirmer un, deux ou trois de ces appareils pour pouvoir avoir une offre personnalisée. Et donc, à ce moment-là, vous avez tout à fait la possibilité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, nous, le but, c'est vraiment que vous puissiez aller un cran plus loin si la pompe à chaleur est ce qui est adapté chez vous. Et donc là, voilà, maintenant, on est au moment des questions-réponses. Je vois qu'il y en a qui ont été écrites. Est-ce qu'il y a des pompes à chaleur plus silencieuses que d'autres pour influencer le choix de sa pompe à chaleur? Alors, je peux vous dire que les pompes à chaleur géothermiques sont extrêmement silencieuses, puisque en fait, c'est une très bonne question. C'est souvent quelque chose qui est problématique. Donc, à partir du moment où la pompe à chaleur va aller puiser son énergie dans la chaleur, dans l'environnement extérieur, dans l'air extérieur, on va avoir ce fameux boîtier que tout le monde connaît, avec un ventilateur et un échangeur. Et donc, cette unité extérieure voilà, génère quand même un niveau de bruit. Donc la pompe à chaleur géothermique n'a pas ce désavantage, puisqu'elle va puiser la chaleur en sous-sol. Maintenant, si dans votre cas, ce serait une pompe à chaleur RO ou RE, donc vous seriez exposé à cette problématique de devoir placer une unité extérieure. Et donc là, moi, je vous recommande d'aller voir le webinaire sur les différents types de pompes à chaleur et le feedback d'un utilisateur, parce qu'on a abordé toutes ces questions de bruit. Donc, il y a des recommandations qui sont émises par les différentes régions pour placer au mieux cette unité extérieure pour éviter que le bruit qu'elle génère ne s'amplifie et ne soit gênant à la fois pour vous et pour les voisins. Et alors, il y a un autre élément aussi, c'est le fait de bien dimensionner la pompe à chaleur pour qu'elle puisse fonctionner d'une manière optimale. Et donc ça permet aussi, en fonctionnement, de faire moins de bruit. Et alors, le dernier élément, c'est que certaines pompes à chaleur ont des unités extérieures qui font moins de bruit que d'autres. Donc, il y a une variation sur le marché qui existe. Et donc là, en général, il faut plutôt aller voir dans la documentation technique si le niveau
de bruit qui est mentionné pour voir si vous êtes au-dessus ou en dessous et comparer les différents appareils entre eux. Euh, donc voilà, et si au final, avec les recommandations de placement et le niveau de bruit émis, même si vous avez mis la bonne puissance, il y a encore des éléments de bruit qui seraient perturbateurs. Il faut savoir qu'il y a moyen de faire de mettre des installations pour contenir en fait et limiter ce bruit. Et donc, soit ce sont des parois qui vont absorber le bruit, soit ce sont des caissons complémentaires qui se mettent autour de cette unité extérieure pour pouvoir justement limiter le bruit qu'elle émet. Alors, en tenant compte de votre tableau d'évaluation pour les tarifs dynamiques, que devient la rentabilité si on adjoint des batteries pour stocker l'électricité sur un cycle de 48 heures en combinaison avec une pompe à chaleur RO ou géothermique? Alors effectivement, ça c'est donc nous on est très très questionné sur l'opportunité de mettre une batterie par rapport à quelqu'un qui a des panneaux solaires qui souhaite rentabiliser en fait la production de ces panneaux solaires. Donc là, dans ce cas-ci, hors contrat dynamique, on est dans une situation où on n'est pas encore dans la rentabilité. Maintenant, quand on voit effectivement les variations des prix du marché avec un tarif dynamique, avec un système de gestion intelligent, cette analyse peut vraiment changer euh, par rapport toujours à adjoindre une batterie pour des panneaux solaires. Maintenant, en fonction de ce qu'une pompe à chaleur va devoir consommer en puissance et en quantité d'énergie à une période où il y a très peu de production, par exemple, donc tout l'hiver, ça n'a pas tellement je pense que ça n'aura pas vraiment d'intérêt de mettre une batterie pour pouvoir fournir de quoi fonctionner à la pompe à chaleur, dans le sens où de toute façon, si on met une pompe à chaleur air-eau avec du chauffage par le sol ou du chauffage par radiateur et que le bâtiment est vraiment bien isolé, on peut faire fonctionner directement la pompe à chaleur à des moments où le tarif est plus bas. Donc ça n'aura pas de sens de d'abord le stocker dans la batterie pour pouvoir l'allumer au moment où ça nous arrange. Puisqu'il faut quand même aussi prendre en compte le fait que, comme une pompe à chaleur, la batterie, dès qu'elle a une taille suffisante, elle prend vraiment en valeur en termes d'investissement, ça devient très très rapidement cher. Et le fait de charger et décharger une batterie, en fait, il y a quand même beaucoup de pertes, hein. Donc on peut estimer à 20-25% de perte de l'électricité qui sera chargée et qui sera déchargée. Donc si vous avez 100 kW, 100 kWh qui seront chargés, ben, vous allez en récupérer 70 ou 80, quoi. Donc chaque fois, vous en perdez 20. Donc si on peut déplacer le fonctionnement de la pompe à chaleur plutôt que de passer par une batterie, ben, ça sera beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça. Alors, il n'y a pas de pont, donc on me met ici, il n'y a pas de prime pour les pompes à chaleur RR, ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Vous en pensez quoi? Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est effectivement, hein, c'est le cas, hein. Il n'y a pas de il y a pas de prime pour les pompes à chaleur RR, ni en Wallonie, ni à Bruxelles, et je pense que c'est une erreur parce que on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans le cadre de ce projet-ci d'ailleurs, parce que c'est une pompe à chaleur qui est bon marché, qui est très réactive, elle par contre, qui peut vraiment fonctionner à la demande et qui peut également refroidir. Donc il ne faut pas se leurrer, hein, je veux dire, on est dans un changement de climat qui fait qu'on va avoir besoin d'avoir du refroidissement, même si on ne le souhaite pas. Et donc, comme les autorités, je pense, bruxelloises et wallonnes, ne souhaitaient pas subsidier un système qui ajoute de la consommation pour du refroidissement, eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soutien de cette technologie. En même temps, elle est très très rentable, hein, parce que là, je vous ai montré tous des tableaux avec du RO, mais la pompe à chaleur RR est assez facilement rentable, même sans prime. Surtout quand elle est utilisée en automne et au printemps, hein, parce que le coefficient de performance est très élevé et les prix d'investissement sont très faibles. Mais donc effectivement, je pense qu'il faudrait y avoir un signal des autorités régionales en Wallonie et à Bruxelles pour pouvoir soutenir ce type de technologie, surtout dans des cas où en fait c'est nécessaire, ou comme en Flandre, avec des conditions spécifiques, c'est-à-dire d'avoir des panneaux solaires. Puisque si finalement ce qui retient les autorités de soutenir cette technologie, ce sont les consommations de refroidissement, mais au final, si vous avez des panneaux solaires, vous allez consommer directement une partie de votre production
qui est elle aussi renouvelable pour pouvoir assurer ce refroidissement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à considérer de façon aussi négative. Par contre, le fait d'avoir une pompe à chaleur RR chez vous va avoir un impact sur votre score PEB, dans le sens où le fait d'avoir un système qui permet un refroidissement, si dans l'établissement du certificat PEB de votre habitation, on va pouvoir détecter qu'il y aura des moments de surchauffe, eh bien ces moments de surchauffe vont se traduire par une consommation théorique calculée de refroidissement. Donc ça, il faut le savoir aussi, c'est un petit désavantage. Vous allez avoir beaucoup de performance en chauffage, mais vous allez être un peu pénalisé par rapport au refroidissement. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux enregistrements des autres webinaires sur les pompes à chaleur? Vous n'y avez pas assisté, bon, c'est pas grave, je vous pardonne, il n'y a pas de souci, ces enregistrements sont disponibles. Et avant de vous montrer, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions, le slide où je vous récapitule les thèmes de ces webinaires et l'adresse du site sur lesquels sont stockés ces vidéos à revisionner, je vous mentionne l'opération collective si vous voulez tester et avoir un devis pour des pompes à chaleur RR. Et surtout, il y a une foire aux questions, c'est le bouton qui s'affiche à l'écran. Et donc, toutes vos questions ici que vous avez mentionnées, on va les ajouter dans cette foire aux questions qui se trouve sur ce site. Et donc, si vous allez voir en replay justement d'autres webinaires, donc tout ceci, dont les thèmes s'affichent à l'écran, vous ne devez pas hésiter à mettre tous vos commentaires en dessous ou vos questions, parce que nous, ça nous permet de continuer à compléter cette fameuse foire aux questions. Et éventuellement, si on voit que des questions sont récurrentes ou qu'il y a vraiment un besoin de clarification, on peut développer des contenus, vous informer de façon encore plus précise sur ce qui vous intéresse. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre participation. Et donc, sur le site que vous voyez ici en dessous, donc www.testacha.be/action/pompe à chaleur, vous retrouverez donc tous les webinaires et donc les enregistrements de ces différentes sessions. Et donc, je vous en souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à les commenter. Et je vous remercie en tout cas encore d'avoir été présent pendant une partie de votre soirée pour vous informer avec nous et nous permettre de mieux comprendre vos préoccupations. Je vous dis à très bientôt et une bonne soirée à tous.